est-ce que l'éducation, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a encore du sens? Je veux dire, est-ce que l'éducation nationale, les écoles publiques ou même les écoles privées servent à ce que les enfants d'aujourd'hui, qui seront les adultes de demain, puissent devenir autonomes, souverains de leur vie? Est-ce qu'elles servent à ce que chacun de ces enfants puisse retrouver son autonomie, puisse être en face de son identité, puisse laisser déployer son âme et être ce qu'ils doivent être? Ou est-ce que l'éducation les dessert dans cette voie et sert plutôt un système? La réponse, je pense que vous la connaissez. L'éducation aujourd'hui n'a plus sa place et n'est plus du tout alignée avec la manière dont nous vivons. Il faut comprendre que, et ça Macron avait raison, c'est que nous sommes en guerre. Et il est clair que sur notre planète, nous ne sommes pas en paix. Nous vivons dans une guerre, ou parfois des sursis entre deux guerres. Il y a des contrats, des accords entre les pays et autres. Et plus loin que ça, la plus grande guerre, c'est la guerre du pays, la guerre de la tradition. Dans le sens où chaque pays offre une éducation spécifique à ses enfants. Chaque État demande une éducation spécifique à leurs enfants. Il faut savoir que un État est avant tout une entreprise. Et rien d'autre. Et une entreprise a besoin de clients pour pouvoir fonctionner. Une entreprise a aussi besoin d'argent pour pouvoir fonctionner et des règles. Et surtout, une entreprise a un cahier des charges et une manière de faire tourner son entreprise pour qu'elle puisse être durable, pour qu'elle puisse être pérenne. Et lorsque on regarde chaque État, on s'aperçoit que chaque État veut faire en sorte que tous les citoyens de cet État puissent permettre à ces États de pouvoir grandir et perdurer. Et le meilleur moyen de pouvoir y arriver, c'est de conditionner les jeunes enfants de façon à ce qu'ils pensent comme les États. Ça va, ça a du sens? Il faut savoir que c'est entre 0 et 7 ans que tout notre champ intérieur, notre espace aussi psychologique, nos schémas de croyances se créent. Et donc la phase la plus importante, c'est 0 à 7 ans. Et lorsque un enfant est conditionné pendant cette phase-là, il est plus facile ensuite de faire en sorte qu'il puisse être plié aux us et coutumes ou aux règles de ces mêmes conditionnements. Lorsque l'on regarde chaque État ou chaque pays, aujourd'hui, par exemple, chaque État enseigne un langage particulier. Donc, en France, on va enseigner le français. En Indonésie, on va enseigner l'indonésien. En Australie, on va enseigner l'australien, etc. Il faut savoir que derrière un langage, il y a toute une structure de pensée. Par exemple, en France, on va dire « je vais manger ». Ou on va dire « je mange » ou « j'ai mangé », suivant le temps. En indonésien, on ne dit pas comme ça. On dit « saya mau makan ». Besok saya mau makan, besok saya makan, kemarin saya makan. En fait, on dit exactement la même chose. Saya mau makan, moi vouloir manger. On voit bien que dans la structure du langage, il n'y a pas les mêmes références dans moi vouloir manger ou je vouloir manger que j'ai mangé. On voit bien qu'il y a une finesse différente, par exemple, dans la langue française que la langue indonésienne. Et cette finesse va se répercuter automatiquement dans la manière d'être des adultes plus tard, ou même des enfants durant leur enfance. Donc premièrement, le simple fait de vouloir segmenter un langage, alors que nous sommes tous à la base des homo sapiens, nous ne sommes pas des Français, nous ne sommes pas des Indonésiens, nous ne sommes pas des Américains, nous ne sommes pas des Australiens. Cela montre déjà à quel point il y a des compétitions au sein même des États à vouloir avoir son propre langage. Nous sommes tous des habitants de la Terre. Il est clair que, dès le départ, dans chaque État, on enseigne avant toute chose la compétition, la différenciation. Donc, d'être différent des autres. Mais ça influe énormément dans la manière de vivre plus tard. Parce que si je vis en compétition, je le vis aussi en compétition dans une relation de couple. Et
moi qui accompagne des couples, et j'en accompagne beaucoup, il est clair que dans la vie de couple, il y a de la compétition. À savoir qui c'est qui va faire plus le ménage que l'autre, qui c'est qui va sortir les poubelles plus que l'autre, qui c'est qui en a fait plus que l'autre, qui c'est qui a dépensé plus d'argent que l'autre. Mais c'est pas préjudiciable, dans le sens où ça a été appris, ça a été conditionné dès le plus jeune âge. Mais la compétition, elle se joue aussi, par exemple, lorsque vous êtes entrepreneur et que vous voulez monter une entreprise. Il y a cet esprit de compétition qui règne. Moi, personnellement, j'ai lâché prise avec la compétition. Pour moi, la compétition n'existe pas. Dans le sens où nous ne pouvons être compétiteurs que si nous faisons exactement les mêmes choses, nous disions exactement les mêmes choses, que nous vendions exactement les mêmes choses au même endroit, aux mêmes personnes. Mais à partir du moment où vous êtes une personne différente, vous ne faites pas la même chose. Et donc, dans cet esprit-là, la compétition n'existe pas. Mais justement, ça nous permet en fait de nous rencontrer et de trouver en nous quelque chose de plus grand, de plus fort, quelque chose de plus lumineux qui va mettre en avant ce que nous sommes. Et donc, d'offrir des services, non pas pour faire mieux que son concurrent, mais d'offrir des services qui soient en lumière avec soi-même. Et ça part de l'éducation. Donc oui, apprendre le même langage à tout le monde serait déjà un premier pas dans une éducation nouvelle. Dans le sens où on puisse communiquer tous ensemble. On puisse enfin se rencontrer. Rencontrer la richesse de ce que nous sommes. Parce que dans le monde entier, en vivant dans des endroits différents, vous voyez bien pour ceux qui voyagent, à chaque fois que vous voyagez, vous grandissez intérieurement. Imaginez que nous puissions communiquer parfaitement ensemble avec toutes ces personnes. Le monde serait totalement différent. Autre point, pourquoi l'éducation n'a vraiment plus sa place. On enseigne à des enfants d'avoir les meilleurs résultats, d'avoir une bonne note, d'avoir une moyenne. Mais sur quoi est basée cette moyenne? Cette moyenne est simplement basée sur des critères, les critères mêmes des États. Et ces critères, ils sont faits pour que ces enfants qui vont devenir adultes puissent rentrer dans les cases de bien respecter l'État, de bien respecter les us et coutumes, de bien respecter la vie citoyenne dans cet État. Mais regardez lorsque vous devenez adulte. Qui aujourd'hui, très peu, je dirais, j'espère, mais qui aujourd'hui est en accord parfait avec les règles des États? Mais personne. Pourquoi? Parce que on a grandi avec un conditionnement, on est limité par ce conditionnement, donc de respecter absolument les règles et coutumes de cet État, sans poser de questions d'ailleurs, de respecter le système en lui-même, l'administration en tant que telle, de ne pas trop faire de bruit, et si possible, d'éviter d'être hors système et d'amener d'autres personnes avec vous à créer quelque chose de nouveau. Mais ce qui est parfait, c'est qu'à l'école, on ne vous a pas appris ça. On n'a appris ça à personne. Et c'est bien pour ça que les personnes vivent hors d'eux-mêmes. Parce que lorsque l'on ne vit pas ce que l'on doit vivre intérieurement, on est hors de soi. Le but de la vie, c'est quand même d'exprimer à son paroxysme ce que nous sommes intérieurement. Et ce que nous sommes, nous devons le chercher et le découvrir. On ne doit pas nous l'imposer. On ne doit pas nous imposer à être, par exemple, mathématicien. On ne doit pas nous imposer à parler la langue que l'on ne veut pas. On ne doit pas nous imposer à apprendre l'histoire si ça n'intéresse personne. La vraie éducation se trouve où? La vraie éducation se trouve dans l'arrêt des conditionnements de l'apprentissage et de permettre à l'enfant de se découvrir lui-même dès son plus jeune âge. Honnêtement, aujourd'hui, avec tous les outils que nous avons, est-ce que c'est vraiment important, mais vraiment important, de connaître parfaitement quel est le sinus et le cosinus de 254? Qui s'en sert chaque jour? Ou au moins, qui s'en est servi une fois dans sa vie? Est-ce que c'est vraiment important de savoir ce que Napoléon a fait il y a des centaines et des centaines d'années? Non, ça ne va pas changer l'histoire du monde, hormis nous conditionner. Mais qui se rappelle vraiment de ces histoires? Personne, sauf si, à un moment donné, votre enfant est intéressé par l'histoire, est intéressé par les mathématiques. Mais
Imaginez que votre enfant arrive dans une école et qu'on lui dise ceci. On ne sait pas qui nous sommes. On ne sait pas d'où on vient. On ne sait pas où l'on va. On ne sait même pas pourquoi on est là. On ne sait pas comment nous pouvons respirer. On ne sait pas comment ça fonctionne. On ne sait pas ce qu'est la conscience. On ne sait pas vraiment d'où proviennent les idées, nos rêves. Mais une chose est sûre, c'est qu'ensemble, on va faire en sorte de laisser grandir tes qualités d'âme. Là où tu excelles, on va te permettre de te déployer. Imaginez cette école où chaque enfant ne fait pas un programme qui soit absolument le même pour tout le monde pour rentrer dans les cordes, dans le système, dans la norme, et donc conditionné à son paroxysme. Entre parenthèses, on appelle ça une secte. Non, on va faire entrer ces enfants, on va observer là où ils sont le mieux. Par exemple, je sais pas, votre enfant, lui, là où il excelle le plus, c'est dans le dessin, mais qui devienne le plus grand dessinateur du monde. Un autre enfant, c'est la musique, qui devienne le plus grand musicien, et qu'on le laisse tranquille avec l'histoire du monde. Un autre enfant, il est matheux, qui devienne le plus grand mathématicien de tous les temps, et qu'on le laisse tranquille avec la langue française, par exemple. Un autre enfant, lui ou elle excelle dans la langue, on va augmenter ce rapport au langage, peut-être qu'il va devenir le ou la plus grande écrivain du siècle, et qu'on le laisse tranquille avec les maths. Ça veut dire que chaque être, à un moment donné, aura sa spécialisation. Et c'est ça la richesse du monde. La richesse du monde, c'est cette multiplicité de ce que nous sommes. Parce que nous sommes tous identiques, c'est vrai, on pense plus ou moins de la même façon, on mange plus ou moins de la même façon, on fait l'amour plus ou moins de la même façon. Seulement, on est tous différents au fond de nous. C'est ça la richesse. Et à vouloir conditionner, faire en sorte que tous les enfants pensent de la même manière, vivent de la même façon et plus ou moins les mêmes résultats pour pouvoir passer à un cap supérieur, c'est un conditionnement massif. Et c'est pour ça que des sociétés comme la mienne, la Soy Mind, vivent absolument bien. Parce qu'un jour ou l'autre, des personnes se réveillent, souvent très tard, 40, 45 ans, 50 ans, ils se disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mais je suis qui, moi, là-dedans ?» Ou alors, n'ont pas réussi à s'exprimer pendant toute leur vie, n'ont pas réussi à prendre des décisions pendant toute leur vie, ont été mal à l'aise, ont vécu à côté de ce qu'ils voulaient faire, à côté de leurs rêves. Et ils viennent chez nous, et nous, qu'est-ce qu'on leur apprend? On apprend à se déconditionner de tout un système éducatif, aussi des conditionnements reçus par nos parents, puisque les parents ont reçu le même enseignement de ce même système éducatif, et à retrouver qui ils sont. Et à vivre non pas par rapport à leurs désirs, ou par rapport à ce qu'ils doivent être, parce qu'on leur a dit d'être ainsi, ou par rapport à ce qui est normal d'être, ou une pseudo-logique, non, mais par rapport à ce qu'ils sont vraiment au fond d'eux, et de pouvoir affirmer ce qu'ils sont clairement. Il y a 5 jours, j'ai accompagné ma fille dans un processus justement de déprogrammation. Elle a 14 ans, hein. Ma fille Aruna, donc ma dernière enfant. Et dans mon accompagnement que je fais avec elle, donc je lui fais des activations énergétiques, et je lui dis ceci. Ce qu'on va faire, c'est que on va déconditionner tout ce qui te dessert aujourd'hui. Donc tout ce qui ne te sert plus à être ce que tu dois être, on va le faire sauter. Même si ce qui ne te sert plus vient de moi, ton père, de ta mère, de l'éducation que tu as eue, de l'école, etc. On fait tout sauter. On a fait l'activation ensemble. Quand elle a fini cette activation, elle m'a regardé, elle avait un sourire incroyable et elle m'a dit « Mais papa, j'ai jamais été aussi motivé de ma vie. » Le soir, elle va dormir, elle se réveille le matin, elle dit « Papa, j'ai jamais dormi aussi bien de ma vie. » Et tous les jours, elle en demande. Tous les jours, elle en demande pour aller à la version la plus élevée d'elle-même, hors du système, hors de l'éducation reçue par son père ou sa mère, et tout ce qu'elle a appris. Donc, de s'émanciper dès maintenant et de découvrir cette puissance qu'elle a en elle. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que l'on peut faire à ses enfants. Et c'est en ce sens où c'est une bouteille à la mer avec cette vidéo. Peut-être qu'elle arrivera un jour devant un écran ou dans les oreilles
d'une personne qui travaille au ministère de l'Éducation et qui ait assez de force intérieure pour foutre le bordel et donner un grand coup de pied dedans et de faire changer les choses dans ce sens. L'éducation aujourd'hui n'a plus aucune valeur, hormis celle de conditionner à un système. Toutes les éducations, tous les systèmes qui sont même aussi, même les écoles, les écoles parallèles, qui se calent quand même sur le système, parce qu'ils sont obligés de suivre un programme quand même éducatif lié à l'État, tout ça n'a aucune valeur. Les vraies écoles sont celles qui ne font pas cas de ce programme éducatif, qui a été bien conditionné par les États pour conditionner les êtres, mais qui portent leur attention uniquement sur la qualité première de l'être, donc de l'âme qui est en face d'eux-mêmes, ses qualités psychologiques, ses besoins fondamentaux, et qui élèvent la personne à ce niveau de fréquence qui n'est pas le même d'une autre personne. Donc les réelles écoles de demain, en tout cas pour moi, sont des écoles où les programmes sont spécialisés. Où, justement, et il peut y avoir plusieurs personnes qui aient le même déploiement d'âme. Vous pouvez avoir une dizaine d'enfants qui aient envie de devenir, je sais pas moi, prof de théâtre, ou qui aient envie d'apprendre le dessin. Et ils vont rentrer dans cette spécialisation, mais parce que c'est un désir au plus profond d'eux-mêmes. Et laisser les enfants s'exprimer, essayer, jusqu'à ce qu'ils se découvrent eux-mêmes. Et pour moi, les écoles de demain sont celles qui osent aller dans cette direction. Sont celles qui osent poser des nouvelles règles et non plus essayer de conditionner les êtres, mais leur permettre de devenir autonomes, libres et souverains. Et si nous allons dans ce sens, il est clair que c'est tous nos états qui explosent en fumée parce que les états continuent d'exister, parce qu'on continue à conditionner des enfants encore et encore. Nos enfants sont simplement les produits des états existants. Tant qu'on continue à leur donner nos enfants, qu'on accepte que ces états conditionnent nos enfants, ces états garderont le pouvoir tel qu'ils l'ont actuellement. Si chaque personne pense différemment des états actuels, le monde tel que nous le connaissons ne sera plus le même. Et nous irons vers un nouveau paradigme. Beaucoup plus pur, beaucoup plus lumineux, et surtout un paradigme où chaque être pourra vivre à la hauteur, la plus haute hauteur de ce qu'il est, à la plus haute hauteur de son soi, et laisser son âme vibrer. À plus tard dans la vie. Pensez-y.